Poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette, dans cet épisode, encore des problèmes de smog pour le long congé. Ossements découverts à cette île, la victime de la conjointe veut des réponses. Autre annonce difficile pour les médias du pays, Google menace de supprimer les liens vers les actualités canadiennes. Et une autre saison estivale difficile à l'aéroport de Montréal. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Salut Jean-François. Salut Florence. À cause des feux de forêt qui continuent de faire rage dans plusieurs secteurs du nord de la province, la qualité de l'air a radicalement changé à Montréal et pourrait se dégrader dans les prochains jours. Le smog, je vous rassure, ne sera pas aussi important, aussi intense de ce qu'on a vécu la semaine dernière. Je vous rappelle que Montréal a été numéro 1 au monde en termes de pire qualité de l'air. Ça a été historique là, au pays en termes de smog. Mais la qualité de l'air va quand même rester préoccupante. Donc, vérifiez vos alertes météo. La santé publique conseille de ne pas trop faire d'activités extérieures en période de smog. Si vous le pouvez, de fermer les fenêtres de vos maisons, de votre appartement. Il y a une autre mauvaise nouvelle en lien avec la qualité de l'air. Pour ceux qui prévoyaient aller à l'international des feux de l'Auto-Québec, de la Ronde en fin de semaine, eh bien, l'événement qui rassemble beaucoup de touristes, beaucoup de citoyens chaque année, eh bien, n'aura pas lieu le samedi 30 juin prochain à cause de la mauvaise qualité de l'air. La santé publique a préféré annuler. Et à la mi-juin, la presse a rapporté que les spectacles des feux d'artifice ont été responsables à eux seuls de 5 des 33 journées de mauvaise qualité de l'air en 2022. Donc, c'est sûr que cet élément-là a amené la santé publique là, à annuler l'événement. Bien, clairement, là. Puis je trouve que c'est le symbole aussi. Tu sais, je veux dire, on demande à tout le monde de ne pas faire de feu. Comme là, il y a un long week-end qui s'amène. Il y a plein de monde qui ont des chalets. Faites pas de feu, faites pas de feu. Vous avez acheté des feux d'artifice au dépanneur. Bien, évitez des faire en fin de semaine. Ça serait un drôle de signal de faire ça au-dessus du pont Jacques-Cartier avec généralement les réseaux de télé qui sont là puis qui captent les beaux feux. Surtout pour la première, là, c'est un gros événement. Fait que je comprends qu'il y a la santé, puis je pense qu'il y a le symbole aussi qui va au-dessus de tout ça. Mais si ça peut rassurer les gens, là, puis tout devient un podcast ici à Cube. Donc, si vous voulez aller réécouter l'entrevue avec Isabelle Goupil-Sormani, à qui j'ai parlé tantôt, qui est médecin puis qui travaille à la santé publique, me disait que, parce on capote avec la qualité de l'air, là, mais elle n'a jamais été meilleure que ça depuis 30 ans. Parce que les voitures, tout ça, c'est de meilleure qualité qu'avant, là, ce qu'on rejette dans l'atmosphère et tout. Donc, il ne faut pas non plus faire de l'éco-anxiété là-dessus. Là, oui, il y a un épisode très intense. Puis elle disait aussi là, que si on a une maladie pulmonaire, OK, on évite de faire des activités, mais sinon, on peut sortir le chien quand même. Là. On va pas campanyer le cancer des poumons parce qu'on sort une demi-heure pendant un épisode de smog. Et la chaleur à la maison peut être pire que les épisodes de smog. Donc, suggérait par exemple des centres d'achat si vous n'avez pas l'air climatisé à la maison. Vous pouvez aller vous promener dans ce genre d'endroit-là. J'ai un peu résumé ce qu'elle m'a dit, mais si ça vous intéresse, donc Isabelle Goupil-Sormani, disponible sur Cube. Comme tu l'as dit, les épisodes de smog, on n'a pas terminé d'en parler. Ça va rester un enjeu pendant tout l'été, tant aussi longtemps que les feux de forêt vont continuer à brûler avec autant d'intensité, mais certain que quand ça va être terminé, comme tu l'as dit, l'air devrait revenir plus normal, mais c'est vraiment en ce moment parce qu'on est dans vraiment un épisode de catastrophe naturelle là, que l'air est aussi mauvaise dans la métropole et partout au Québec. Les membres de la famille de Samuel Gauthier, dont les ossements ont été retrouvés la semaine dernière près de cette île, 6 mois après sa disparition, sont toujours sous le choc. La conjointe de l'homme, Caroline Dufour, a confié dans une entrevue vraiment touchante à TVA Nouvelles qu'elle espère que justice soit rendue. Elle est soulagée parce qu'en ce moment, elle a une confirmation que son conjoint est bien décédé. On a retrouvé les ossements. Mais en même temps, on l'a retrouvé, donc il n'y a plus d'espoir de le retrouver vivant. Et la mère de 2 enfants de 3 et 5 ans ne peut pas s'empêcher d'avoir un goût amer lorsqu'elle pense à toute cette histoire-là. C'est traumatisant. J'aurais jamais voulu voir ça, pour être très honnête. Mais ça va nous apporter à une prochaine étape pour pouvoir conclure tout ça, parce que ça suffit.
Et elle pense que c'est une histoire de règlement de compte. Ouais, son conjoint était parti, en fait, a quitté sa maison pour aller passer une soirée avec un ami à Parc-Cartier sur la Côte-Nord, puis il n'est jamais revenu. Donc, ça faisait 6 mois qu'elle avait aucune nouvelle de son amoureux, père de ses 2 jeunes enfants. Puis elle dit avoir soif de justice parce que même si on l'a retrouvé, puis comme elle le dit dans l'extrait, espère passer à une prochaine étape, arrêter d'espérer. Elle sait quand même aucunement ce qui est arrivé. Donc, elle aimerait ça que les coupables soient arrêtés, accusés, puis qu'on comprenne ce qui est arrivé pour qu'elle puisse passer à autre chose. Donc, c'est sûr que c'est une histoire là, qui est vraiment triste. Puis on n'a pas de difficulté à se mettre dans sa peau pour essayer, pour comprendre sa tristesse puis son besoin de comprendre pour pouvoir passer à autre chose. Non, c'est sûr que la première étape, c'est de trouver les ossements et faire le deuil, d'avoir la confirmation. Mais après ça, on veut savoir ce qui s'est passé. Là. C'est la nature humaine de savoir pourquoi c'est arrivé. Mais ça sera pas facile. Non, elle est vraiment courageuse là, de donner des entrevues dans ces moments difficiles. Donc, l'enquête continue puis on devrait avoir des nouvelles là, dans les prochaines semaines. Une jeune Américaine qui est tombée dans un escalier glissant du Château Frontenac leur réclame une somme de 10,8 millions de dollars. Sa chute dans un escalier remonte en décembre 2019. Mais cette chute-là, Jean-François, lui a laissé des séquelles permanentes au dos qui l'empêcheraient évidemment de vivre sa vie normalement, mais aussi de réaliser son rêve de devenir médecin. Donc, selon ce que la jeune femme raconte et sa famille, c'est le 22 décembre 2019 que sa vie a complètement basculé alors qu'elle était âgée de 18 ans. Qu'est-ce qui est arrivé? Je vous résume l'histoire. La famille était installée dans une suite familiale au Château Frontenac. Puis ils ont eu la demande de la direction de l'hôtel de se déplacer et de se répartir dans 2 chambres distinctes situées une en haut de l'autre. Puis pour faciliter leur déplacement, pour venir se voir plus rapidement la famille entre les 2 chambres, au moment de déménager leurs bagages surtout, un employé leur aurait laissé 2 cartes d'accès leur permettant de circuler dans un escalier de service qui est habituellement réservé aux employés. Donc pour les éviter de faire le tour par l'autre ascenseur du public, on leur a laissé 2 cartes. Et c'est dans cette cage d'escalier-là que la jeune femme a tombé. Elle a eu vraiment là. Elle est tombée. Elle est vraiment tombée. Elle a déboulé, blessure au poignet, blessure cervicale, blessure au bas du dos, au pied, à la jambe. Elle n'a pas manqué de marche, là. Non, elle a vraiment. pris une méchante débarque. Vraiment. Puis ensuite, sa famille a rapidement contacté un médecin qui leur a dit, qui leur conseillait là, de retourner chez eux au Maryland pour que la jeune femme puisse voir son propre médecin dans son pays. Donc, elle a été opérée en 2021 pour la majorité de ses blessures, mais cette jeune femme-là doit encore à ce jour, près de 4 ans plus tard, se déplacer avec une canne lorsque la douleur est trop intense. Et ce que la famille déplore aussi, c'est que c'était une jeune prospecte pour devenir médecin. Elle venait d'être admise en année préparatoire de médecine en visant les meilleures universités et due en ce moment à son état physique, son état mental, elle serait pas capable de le faire. Donc, la famille réclame une très grande somme au Château Frontenac. Ils mettent en cause la direction, estimant qu'ils ont vraiment failli à leur obligation de sécurité. Donc, cette histoire-là, c'est quand même assez spécial quand tu imagines que là, c'est l'hôtel qui a donné une carte puis qu'elle n'était pas supposée passer par là. Il y a des gens qui disent, OK, mais elle avait juste à faire le tour, mais en même temps... Elle avait juste à pas l'accepter. Cette carte-là, il l'a pas forcé à aller dans l'escalier. Mais c'est typiquement américain aussi là, de se poursuivre comme ça puis de réclamer des sommes. Presque 11 millions de dollars. C'est pas rien. Je voudrais pas être le petit garçon ou la petite fille qui a donné cette carte en disant « Passe là, ça va aller plus vite. » On va avoir des nouvelles dans les prochaines semaines, mais c'est un gros montant, je vous rappelle, là, de près de 11 millions de dollars que la famille réclame au Château Frontenac. Donc, j'imagine que là, le Château Frontenac fera plus quelque chose comme ça la prochaine fois quand ils vont devoir séparer des familles. Ça leur a coûté cher remettre une carte pour un petit passage plus rapide. Grosse nouvelle, Google a annoncé jeudi qu'il supprimerait les liens vers les actualités canadiennes sur ses plateformes au Canada en raison de la nouvelle loi du gouvernement libéral nommée C-18 qui oblige les géants du web à indemniser les médias pour le contenu qu'ils partagent ou réutilisent en ligne. En réponse à ce projet de loi-là, le géant Google dit qu'il supprimerait carrément les liens vers les actualités canadiennes de Google News. Donc, ce que ça veut dire, ça, en gros, disons, Jean-François, toi, tu veux avoir un élément d'actualité sur un cas précis.
qu'on peut prendre la guerre en Ukraine. Tu tapes ça dans ton moteur de recherche Google. Ouais. Eh bien, si ça se met vraiment en branle, là, c'est un peu une menace que Google fait, eh bien, tu tapes dans Google guerre en Ukraine, ça sortirait aucun média canadien. Donc, aucun article de TVA Nouvelles, Radio-Canada, Journal de Montréal, La Presse, on peut tous les nommer. Ça va Parce que c'est comme ça que tout le monde fonctionne présentement. Là. Ouais. On va sur Google, guerre en Ukraine, puis là, tu choisis le... Ça t'en sort 4-5. C'est là, ça, tu vas dans le petit onglet Actualité, puis ça sort les premières nouvelles, c'est souvent les Canadiennes. Et là, Donc, ça te ramène vers le site du média et du journaliste qui a traité ouais, et ça fait les ce clics. dossier-là. Et là, ça fait les clics pour qu'après ça, mettons, prenons le Journal de Montréal, puisse avoir une redevance, puisse avoir des revenus publicitaires de ça. Plus t'as de clics, plus t'as de revenus. Oui, donc on imagine à quel point, là, c'est vraiment une menace, comme j'ai dit, que Google fait en ce moment. Mais si jamais ça se met vraiment à exécution, à chaque fois que quelqu'un taperait là, pour chercher une nouvelle carrément dans le moteur de recherche Google, ça va sortir les contenus américains comme Fox News, BBC. Mais Fox News. Ouais. Excusez-moi. Donc, c'est ça sortirait aucun média canadien. Cette annonce-là survient quelques semaines après que Meta ait indiqué qu'elle cesserait, elle aussi, de publier des contenus de médias canadiens. Donc, Meta avait menacé de plus le faire non plus. Ils ont déjà fait des tests. Donc, sur Facebook, Instagram, il n'y a plus techniquement de contenu canadien qui est publié. Donc, Google ne suit le pas en faisant la même chose. Le gouvernement, en ce moment, on comprend pas trop ce qu'ils répondent. Là. Je sais pas s'ils sont affolés là-dedans. Ils disent qu'eux, ils ont encore bon espoir de réussir à s'entendre avec les géants du web. Mais disons, Jean-François, que si ça se met vraiment à exécution, Google, c'est vraiment plus gros là, que ce que Meta dit. Parce que dans un côté, que des articles apparaissent plus sur Facebook, OK, mais Google, c'est vraiment un moteur de recherche principal. On cherche une nouvelle, on va sur Google, puis on tape le sujet dont on veut avoir des nouvelles. Donc, si jamais il n'y a aucun média canadien qui apparaisse, ça va vraiment faire mal. Ben oui, puis ça va faire mal aux médias qui ont déjà, on va se le dire, là, la télé, les journaux, la radio, c'est pas évident présentement de trouver des sources de revenus. Fait que si on n'a pas ces liens-là, même nous, nos chroniques ici, là, se promènent sur les médias sociaux, puis c'est souvent comme ça que finalement les gens nous découvrent, puis vont écouter nos chroniques. Donc... mais j'espère qu'on va trouver... Parce que là, Google se tient avec Facebook. J'espère que les pays vont commencer à se tenir aussi entre eux autres pour... Oui, puis vraiment se trouver un terrain d'entente là, en ce moment. Là, c'est vraiment un menace l'autre, fait des essais. Là, le gouvernement, en ce moment, essaie de venir à avoir une solution, de parler avec eux. Mais je rappelle que depuis 2008, c'est près de 500 salles de rédaction qui ont fermé à travers le pays. La crise des médias, c'est réel. Puis les géants du web, en ce moment... en fait, moi, je sais pas si on va vraiment trouver un terrain d'entente, mais l'avenir est assez sombre. Ben, au moins, Google négocie encore. Oui, c'est vraiment une menace en ce moment. Oui, alors que Facebook et Meta, ça a été plus tranchant. Des compagnies d'assurance refusent de signer de nouveaux contrats avec des résidents de la Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec en raison des feux de forêt qui touchent ces régions. Il y a une directive qui a été transmise le 2 juin dernier à des courtiers par un assureur et dont Radio-Canada a obtenu une copie qui invitait les assureurs à être aux aguets avant d'assurer les personnes situées dans les régions vulnérables touchés par les feux de forêt. Donc là, inquiétez-vous pas, je vous rassure, si en ce moment vous avez un contrat d'assurance, d'assurance feu, en fait, ça ne sera pas résilié. Mais le problème, c'est quand quelqu'un veut venir faire une modification à son assurance feu ou se faire assurer pour un nouvel achat. Je vous donne un exemple. Vous habitez en ce moment dans une région touchée par les feux de forêt. Vous avez dû être évacué, donc vous vivez dans une tente près de votre domicile. Puis vous êtes tanné de ça, donc vous vous achetez une roulotte. Ouais. Vous voulez la faire assurer. Ouais. Vous avez une grande possibilité que votre assureur, qui vous assure depuis peut-être 5, 10, 15 ans, vous dise non, parce que la probabilité que votre roulotte, qu'il arrive quelque chose à votre roulotte par les feux, est trop grande. Donc, c'est ça que les gens... ça arrivait à beaucoup de personnes qui ont essayé de s'acheter une roulotte, un autre véhicule, qui se sont vus refuser par leur assurance. Mais je veux vous rappeler que l'objectif de l'assurance feu, c'est de nous protéger en cas d'accident, d'incidents soudains. Par exemple, quand l'eau touche notre terrain, qu'un feu se trouve à proximité, si vous n'avez pas d'assurance ou que vous avez besoin de vous acheter un nouveau véhicule comme une roulotte, c'est pas nécessairement le bon moment pour le faire ou d'essayer de convaincre un assureur parce que disons que le risque est vraiment grand, donc l'assureur va être amené là, à vous refuser. Oui, parce qu'un assureur est quand même là pour faire de l'argent. Ouais. S'il évalue que les chances sont bonnes qu'il arrive de quoi, il ne voudra jamais nous assurer. Il nous assure en espérant qu'il ne va pas se passer quelque chose, puis c'est comme ça qu'ils font leur argent. Ouais. C'est logique, c'est normal. Donc, quelqu'un qui serait dans la région de Québec,
il ne sera pas touché par cette mesure-là. Non. C'est lorsqu'on est déjà à risque. Fait que, bref, on se tient loin présentement des nouveaux achats. Puis si on a déjà un contrat d'assurance, on n'appelle pas nos assurances pour le faire modifier, Non, le faire de mettre augmenter, une nouvelle clause. Non, c'est ça. C'est vraiment pas le moment. On va pas jouer là-dedans. Là. Non, Ouais. c'est vraiment pour les gens en ce moment qui sont à proximité ou dans les régions touchées par les feux. Mais comme tu l'as bien dit, c'est vraiment les gens qui vont avoir besoin de faire un nouvel achat. Mais je vais vous laisser écouter un bout d'entrevue avec un courtier en assurance qu'on a parlé à Cube Radio aujourd'hui, qui vous explique bien là, un peu le côté dont les assureurs sont pris en ce moment. Parce qu'il y a une directive qui existe d'à peu près tous les assureurs qui vont... Les autres assureurs qui n'ont pas émis la directive ont la même directive. Mais c'est 25 kilomètres alentour, en rayon, disons, d'un feu de forêt qui est incontrôlable. Okay. Alors, c'est pas mal ça qu'on a vécu en Abitibi puis dans le nord du Québec, hein, M. Cyr? On est d'accord. Hein? Donc, à partir de là, ce qui arrive, c'est que les assureurs disent, on honore tout ce qui est là. On va renouveler en plus les polices, là, si ça vient dû en même temps que le feu. On va accepter de garder couvert les gens qui sont pas capables de faire leur paiement de prime cette semaine-là ou ce mois-là. Donc, on l'entend, les assureurs sont quand même assez, je peux dire, lousses, mais quand c'est un moment, comme tu l'as dit, il faut qu'ils fassent de l'argent. Ben oui, mais je veux dire, c'est juste logique. Là. C'est comme si quelqu'un m'appelait demain en disant hey, un beau petit chalet dans le coin de Val-d'Or, ça te tente-tu d'investir avec moi là-dedans? Je vais dire non. Parce que non, c'est ça. Parce comme, non, là, présentement, tu es trop proche des feux. Je sais que c'est plate pour les gens qui sont dans ce coin-là, mais la chance qu'elles prennent en feu oui. est beaucoup trop grande. Exact. Comme tu l'as dit, les assureurs sont là pour faire de l'argent après tout. Si vous avez des vacances de prévues ou prévoyez partir en voyage, vous allez devoir vous armer de patience à l'aéroport de Montréal. On en a parlé là, abondamment dans les dernières semaines avec Air Canada qui accumule les retards, les annulations. Mais la compagnie aérienne n'est pas la seule à faire vivre un chaos aux voyageurs. Une autre saison estivale difficile est à prévoir. L'année passée, on a parlé abondamment de la crise des passeports. Et là, c'est les problèmes de retard de vol, d'annulation, de manque de personnel qui se multiplient à l'aéroport. En date de lundi, c'était environ 6 000 vols qui ont été retardés et 2 200 qui avaient été annulés. Et là, cette fin de semaine, les retards, en cette fin de semaine, les retards s'expliquent par une pénurie de personnel, des bris mécaniques et le début de la saison estivale. Donc, c'est comme ça depuis les dernières semaines, puis je vous dirais qu'il faut vraiment falloir s'armer de patience. L'aéroport fait des alertes et il dit aux voyageurs on s'excuse, mais on n'a pas le choix, on doit annuler des vols. La pénurie est là. Donc, écoutez, les prochaines semaines vont être difficiles après la crise des passeports, la crise de l'aéroport. Oui. Moi, là, j'ai 3-4 amis qui sont partis récemment et ils ont tous eu des problèmes de vol. Il n'y en a pas un... Tous? Tous. Mais même, tu sais, moi, je suis beaucoup le sport, comme tu sais, là, tous les journalistes qui se sont rendus à Nashville pour couvrir le repêchage NHL, là, tout le monde le publiait. Ça leur a pris 10 heures de plus, une journée de plus. Ils ont dû faire des transferts pour passer par des villes où ils ne devaient pas aller, prendre d'autres vols pour se rendre à destination. Il n'y a personne qui a eu son vol du point A au point B sans anicroche. Puis j'ai l'impression, c'était comme ça aussi, souviens-toi, l'année passée, là, dans le temps des fêtes, avec la crise Sunwing, entre autres, et tout ça. Puis on m'avait expliqué que à cause du manque de personnel, d'habitude, mettons, je sais pas, là, mettons qu'on a 10 000 avions. Mais on va en utiliser 9 000. Puis là, on a 1 000 avions qui peut... OK, il y a un bris là, on en envoie une autre. Puis bon, même chose avec le personnel. T'sais, on a des équipes un peu stand-by, entre guillemets. Mais là, il y a tellement de pénurie de main-d'œuvre, tellement de gens qui veulent voyager qu'au lieu d'avoir 10 000 avions et d'en utiliser 9 000, on utilise 9 700 en se disant tout va tenir. Ouais. Mais aussitôt qu'il y a quelque chose qui débarque... On n'a pas une grande marge. On n'a pas de marge. Puis là, s'il y a un retard, l'avion, finalement, c'est pas arrivé à l'heure. Là, c'est l'autre vol du lendemain et là, du lendemain. Puis là, ça se met à tourner. Puis on le sait, là, on veut voyager. On n'a pas pu voyager pendant la pandémie. Puis là, on va aller visiter de la famille. On va aller en Europe. On va aller aux États-Unis. Moi, je pars pas cet été parce que je travaille à Cube. Sais-tu quoi? Je pense que je suis bien content. Oui, parce que être pris dans un aéroport... Non, ça commence mal un voyage quand tu rates ton vol ou tu manques une journée complète puis que tu perds de ton argent. Puis aussi, j'ai remarqué, Jean-François, que... les avions, il y a moins de vols. Il y a une pénurie, donc il y a moins de vols. Puis ça fait qu'il y a beaucoup plus d'escales. Parce qu'on réduit les vols. Donc, j'ai fait le test récemment. Fait Cube Radio a fait le test. Puis, pour aller au Mexique, si tu partais pas dans un tout inclus, tu devais prendre 2 escales. 2 escales pour aller au Mexique, un vol de 4h30. Et là, tu augmentes ta marge d'erreur. Là, parce qu'il y en a un qui est en retard, tu manques l'autre, tu manques ta connexion, les bagages suivent pas, et c'est le bordel.
Voilà. Le Monde. Les Français se révoltent et protestent avec beaucoup de violence depuis 2 nuits à la suite du décès d'un adolescent aux mains de la police. Un policier a ouvert le feu et a abattu Naël, un jeune de 17 ans, alors qu'il s'éloignait de la police à Nanterre. L'officier a déclaré qu'il avait tiré parce qu'il pensait que sa vie était en danger, mais l'homme fait maintenant l'objet d'une enquête officielle pour homicide involontaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, il y a plusieurs versions. Mais la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux est quand même, ne ment pas. Le jeune roulait à bord d'une Mercedes et il a connu plusieurs infractions de la route. Donc, 2 policiers sont allés l'intercepter en moto. Et le jeune ne voulait pas s'arrêter et a fini par le faire. Et dans un premier temps, des sources policières avaient affirmé qu'un policier avait tiré lorsqu'un véhicule leur avait carrément foncé dessus. Mais quand on regarde la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, qui a été authentifiée d'ailleurs par l'AFP Média, un des 2 policiers tenait le conducteur en joue en lui pointant son arme au visage et a tiré à bout portant Jean-François quand la voiture a décidé de redémarrer. Puis Donc, dans le fond, le jeune, parce que j'ai vu la vidéo avec toi, là, s'est arrêté près des 2 policiers. Ouais. Il y a eu une argumentation entre les deux. Puis il a pas voulu s'immobiliser. Il s'est immobilisé, mais il est reparti. Et c'est au moment où il est reparti que le policier lui a tiré dessus. Mais on voit tout le long, en fait, les 8 premières secondes de la vidéo, que le policier a quand même son arme en sa direction. Puis c'est vraiment au moment de partir qu'il lui tire dessus. Puis on entend, on ne sait pas de qui ça vient exactement, mais on entend, tu vas te prendre une balle dans la tête, sans encore aujourd'hui qu'on puisse savoir qui a dit ça. Et là, la vidéo circule. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis là, pour défendre le jeune qui est malheureusement décédé. Donc, il y a des manifestations qui se déroulent partout à travers le pays, à Toulouse, à Lyon, à Paris. Il y a même des gens là, qui ont lancé des feux d'artifice sur la police, incendié des véhicules, des écoles, des bâtiments publics. Et il y a au moins 150 personnes dans tout ça qui ont été arrêtées en raison de leur implication. C'est un jeune qui était connu des policiers. Oui, il était connu des policiers. C'était pas sa première faute, mais le policier est quand même rapide sur... Moi, je suis le premier à défendre les policiers en disant hey, des fois, ils se retrouvent dans toutes sortes de situations, puis on pognerait peut-être les nerfs, nous autres aussi, être à leur place, puis il y a la montée d'adrénaline et tout ça. Mais cette fois-là, je le sens pas en danger, en tout cas pas dans la vidéo. Oui, surtout qu'on voit que le policier, vraiment, pointe son arme dès le début sur lui, puis c'est vraiment quand on dirait qu'il va pour repartir, qui décide de tirer. Certain qu'il y a beaucoup de questions qui restent à répondre. Est-ce que c'est vraiment la faute du policier? Il va y avoir une enquête. Mais vraiment, tout le monde là, en France est contre les policiers. Ça a reparti un nouveau mouvement. Puis c'est vraiment arrivé le mouvement là, de révolte après que la mère du jeune Naël s'est exprimée dans une vidéo pour appeler les gens à aller marcher, manifester pour soutenir son fils. Donc c'est vraiment là que le feu aux poudres s'est déclenché en France. Le policier, présentement, fait quand même face à des accusations, là. Oui, en fait, l'enquête est en train d'être faite, mais il a été mis en détention provisoire. On ne sait pas encore les accusations, mais il a été mis en détention provisoire. Donc, les prochains jours vont nous dire le dénouement de l'enquête, mais pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Vous pouvez dès maintenant acheter votre place à bord du plus grand navire de croisière au monde. Là, je sais, Jean-François, que tu vas me dire, quand on parle des bateaux en ce moment, c'est pas super populaire. Non, ça donne pas le goût, mais bon. Peut-être que la compagnie n'a pas choisi le meilleur moment pour lancer sa campagne, pour lancer son nouveau bateau et inviter les gens à venir acheter leurs billets. Mais je vous dis, allez voir sur le site de Cube.ca, Journal de Montréal, TVA, les images du nouveau navire Icon of the Sea. Je vous dis, c'est hallucinant. Le bateau va avoir le plus grand parc d'attractions au monde. 7 piscines, 9 bains à remous, 20 ponts, 8 quartiers dans le bateau. Et pour faire une comparaison, le navire Icon of the Sea mesure 365 mètres et va peser, selon les prévisions, près de 251 000 tonnes. Et pour vous montrer, le Titanic mesurait 269 mètres et pesait 53 000 tonnes. Et le nouveau va peser 250 000 tonnes. Ça va être tellement plus gros. Je regarde les images là, pendant que tu me parles. C'est hallucinant. Et complètement démesuré de penser que ça flotte. Et non, c'est incroyable. Il y a 28 types d'hébergement. On dirait presque un bateau dans un jeu de... Pas de Mario Bros, là, mais ouais, parce qu'il y a plein de lumière. Fiction, vraiment. Puis je suis allée voir les prix. Parce qu'en ce moment, vous pouvez acheter vos billets, même si ça débute seulement en 2024, la première croisière. Et c'est environ 4 000 $ par personne pour 8 nuits. Je me disais, est-ce que c'est si cher? Moi, ça m'a surpris. Je m'attendais à peut-être un 10 000, 4 000. C'est cher, mais quand tu vois le bateau qui est carrément une expérience en soi. Ouais, mais là, il faut que tu te rendes.
Faut que tu te rendes avec ça inclut sûrement pas le C'est vrai, billet faut d'avion, que tu te rendes. les excursions, parce que j'imagine que tu prends pas juste le bateau pendant 8 jours pour te promener. Donc, tu vas débarquer sur les différentes îles et tout et tout. Mais je sais pas, cette grosseur-là, pour vrai, moi qui aime pas tant être dans le monde, là, il va y avoir du monde là-dessus. Là. Je veux dire, on va se retrouver plusieurs sur le bord de la piscine. Non, mais c'est ça. Mais c'est hot. C'est une méga expérience, là, Vraiment. vraiment. Donc, allez voir les images sur le site de Cube, là, c'est vraiment incroyable. On dit qu'en ce moment, là, il y a déjà beaucoup, beaucoup de gens qui ont réservé leur place. Donc, Ouais, il y a des amateurs de croisière qui préfèrent ça à n'importe quel autre voyage parce que c'est simple, tu vois plein de choses tu peux te promener dans plusieurs pays, plusieurs îles en un seul voyage. Pas besoin de louer de voiture. Ou dans de ce choses cas-là, comme ça. c'est une expérience en soi. C'est vraiment incroyable. On va y penser. Alors, c'était Tout savoir en 24 minutes avec Florence Lamoureux. Mission accomplie.